D'abord, donc, je tenais à vous remercier chaleureusement, hein, cher Laurent Verret, pour cette invitation. Je suis d'autant plus heureux, hein, que je porte un grand intérêt au projet Ciné 0819, même si jusqu'ici je n'ai pas eu l'occasion d'y participer vraiment, ou alors seulement de très loin, pour de banales raisons d'emploi du temps, je dirais. Mais donc voilà, cette intervention est l'occasion de réparer cette lacune, si je puis dire. Alors, vous l'avez souligné, hein, dans votre présentation. Mon intervention reprend largement certains aspects. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de la quintessence, mais du moins certains aspects développés dans ma thèse, et dont Laurent Verret est rapporteur. Il ne l'a pas précisé, donc je m'excuse par avance auprès de lui pour les éventuelles répétitions qu'il aura à subir entre mes mots et mon texte. Alors, pour commencer, je crois qu'il est important de souligner rapidement l'aspect très lacunaire tant de l'historiographie que des archives en ce qui concerne les débuts de la presse cinématographique. Pour ce qui concerne la première, c'est-à-dire l'historiographie, je me contenterai de citer ici un article de Caroline Moine qui date de 2003. Donc je cite, hein, en 1983, François Garçon notait que les actualités cinématographiques et les documentaires étaient des champs encore peu explorés par les historiens, contrairement à la fiction. 10 ans plus tard, Rémi Piton confirmait une telle tendance qui plaçait les historiens français en retrait de leurs collègues anglo-saxons et allemands. Si l'on observe les articles et les ouvrages parus ces 10 dernières années, ainsi que les sujets de thèse en cours ou soutenus, les études prenant en compte l'un de ces deux genres cinématographiques sont encore rares. Fin de citation. Alors presque 20 ans plus tard, je dirais, toute proportion gardée, mais qu'un constat similaire pourrait être dressé. Certes, alors à quelques nuances près, et pas forcément des moindres, je veux dire, donc, mais mis à part justement les travaux de Laurent Verret, hein, sur la Grande Guerre, évidemment, au milieu des années 1990, ainsi que quelques publications plus modestes, c'est-à-dire plus courtes, dans des revues telles que 1895, l'historiographie française semble véritablement délaisser les actualités filmées. Alors encore une fois, je ne rentre pas dans le détail ici, mais je pourrais éventuellement par la suite si cela vous intéresse. En ce qui concerne les archives, les chercheurs qui évoluent dans le champ du cinéma dit des premiers temps sont habitués à certaines lacunes. Toutefois, pour ce qui concerne spécifiquement les films, la tendance depuis une trentaine d'années, hein, les célébrations du soi-disant centenaire du cinéma vers 1995 ont été une étape, hein, importante à cet égard. La tendance donc consiste plutôt à constater une amélioration notable des fonds. Éric Leroy, par exemple, dans son ouvrage de 2013, estime à 65% la proportion de films produits entre 1895 et 1918 qui auraient disparu, alors que Raymond Borde, que cite Leroy, parlait en son temps de 80%. Or, de tels taux, une telle amélioration, disons, ne concerne pas les films non fictionnels, loin de là. Alors certes, il y a l'exception du catalogue Lumière, qui est un cas évidemment très, très particulier. Mais qu'il s'agisse de la possibilité de visionner ou même simplement de connaître l'existence d'un film d'actualité avant 1914, la part de disparition reste considérable. L'une des manières de le démontrer très rapidement consiste, par exemple, à dépouiller attentivement le catalogue Pathé Frères établi par Henri Bousquet, hein, en y recensant les vues d'actualité et assimilées, donc entre 1896 et 1914. Alors, le tableau que je suis en train de projeter est, me semble-t-il, assez explicite. Pour la période, par exemple, 1910-1914, je veux dire, les journaux dont la parution est au minimum hebdomadaire, et sans doute assez rapidement bi-hebdomadaire en réalité, n'apparaissent même pas. C'est-à-dire que le nombre de vues recensées par Busquet est inférieur à celui des journaux. Dès lors, il importe de garder à l'esprit ces lacunes abyssales en ce qu'elles contraignent fortement, hein, toute tentative de recherche historique consacrée au sujet. Alors, une troisième et dernière précision mérite d'être faite en introduction à cette intervention. Elle concerne cette fois la conception de l'actualité au tournant du siècle, conception qui perdure parfois encore au début de la période étudiée, c'est-à-dire en 1908.
Ce qui est actuel renvoie avant tout à ce qui est représentatif de l'époque contemporaine, sans que cela ne soit forcément très récent. C'est-à-dire que la figuration du présent de l'époque compte davantage que celle d'une information la plus récente et la plus inédite possible. Ainsi, de cette vue chronophotographique de Étienne Jules Marais, voilà, donc vue qui date de 1899, qui est intitulée, donc vous l'avez vu, Deux actualités de Paris, pont de l'Alma, la gare Saint-Lazare. Actualité qui donne d'abord à voir donc la circulation parisienne selon un motif bien connu. En l'occurrence, ces deux actualités, puisqu'elles sont appelées ainsi, ne délivrent absolument aucune information au sens journalistique contemporain, je veux dire, du terme, en ce qu'elles ne relatent aucun événement précis qui soit daté et datable. Pour le spectateur du XXIe siècle, elles relèveraient plutôt de la carte postale animée. Leur fonction consiste à rendre compte de Paris en 1899, ou plutôt vers 1899. Par conséquent, ce que l'on appelle alors l'actuel dure parfois longtemps, voire très longtemps. C'est par exemple le cas des actualités telles que les entendent les forains, qui proposent certes à leurs clients des reconstitutions d'événements par le truchement de figures de cire notamment, mais des événements souvent déjà anciens. Jacques Deslandes et Jacques Richard donnaient déjà plusieurs exemples dans leur ouvrage pionnier à la fin des années 60. Ainsi, pour n'en citer qu'un seul, du musée de cire Crassé qui, en décembre 1903, promeut toujours, je cite, Vidal, le tueur de femmes en grandeur naturelle et habillé, alors que les crimes de celui-ci datent de plus de 2 ans. Vidal a commis l'essentiel de ses crimes en décembre 1901. Dans la mécanique complexe qui va transformer cette conception 19e de l'actualité vers celle que nous connaissons encore aujourd'hui, où l'actuel se doit d'être le plus récent, voire le plus immédiat possible, l'apparition de journaux filmés à parution régulière, au tournant des années 1900-1910, joue un rôle important. Plus largement, l'essor d'une presse filmée participe pleinement à ce que l'on appellera l'institutionnalisation des pratiques cinématographiques à l'œuvre en France, au moins du milieu des années 1890 au début de la Grande Guerre. C'est dans ce cadre que cette intervention se déploiera en 2 temps relativement simples, en analysant d'abord le lancement des premiers journaux, avant d'en détailler certaines des modalités de production. Dans un premier temps, il se trouve que le lancement des premiers journaux d'actualité soulève 2 questions à la fois, elles aussi simples, mais essentielles d'un point de vue historique. Il y a d'abord celle de la datation, au sein de laquelle on peut facilement se perdre, on va le voir, ainsi que celle de savoir si leur avènement correspond ou pas à une véritable rupture, comme on peut parfois encore le lire. Alors, pour ce qui concerne la question de la datation, le plus simple reste encore de procéder par firme, me semble-t-il. Ainsi, en ce qui concerne le pâté journal, les sources sont particulièrement contradictoires. On constate en effet des oscillations entre les dates pour prendre les dates extrêmes, entre 1906 et 1909, ce qui est considérable, eu égard à la vitesse et à l'ampleur des changements à l'œuvre d'un point de vue médiatique. Pour Ferdinand Zecca, dont on peut lire les souvenirs tels que Maurice Bessy les a récoltés, si je puis dire, à la Fondation Sédou Pathé. Pour Zecca, donc, le Pathé Journal est lancé dès 1906, ce qui paraît, je le dis d'emblée, absolument très peu probable. L'année 1908 comporte beaucoup plus de partisans, si je puis dire. En effet, donc, on peut le lire déjà chez Coissac en 1925, on le lit également chez Charles Ford et René Jeanne au début des années 60, ou encore dans des sources sans doute moins connues, mais que j'ai utilisées dans le cadre de ma thèse, telles qu'un journaliste, là, Jean-Pierre Hautecoeur, dans un article de 65, qui compare les actualités cinématographiques et le journal télévisé, ou encore Jean Leclerc, un opérateur de presse filmé qui devient historien amateur de sa propre corporation à la fin de sa carrière, c'est-à-dire à peu près au début des années 70. Et la liste n'est pas exhaustive. En revanche, ces auteurs ne mentionnent jamais aucun document pour étayer leurs propos. Il faut attendre d'autres chercheurs, à l'instar de Richard Abel aux États-Unis, ou encore Janine Bage et Sabine Lenk, dans un article à 4 mains issu d'une conférence d'Omitor,
ou encore plus récemment Stéphanie Salmon, dans son ouvrage sur Pathé, publié en 2014, pour que soit citée cette publicité de Georges Fagot, parue dans le Ciné-Journal de juin 1910, donc je cite: il y a un peu plus d'un an, au mois de mars 1909, paraissait dans quelques exploitations du boulevard un film qui causait immédiatement une vive sensation. Pâté fait divers, tel était son nom, qu'il changea bien vite contre celui de Pâté Journal, qui lui est resté. Le journal cinématographique était né. Malgré que des esprits chagrins ou jaloux lui prédisent un éphémère destin, le vaillant organe a vécu et mieux a prospéré. Fin de citation. Alors, je ne rentrerai pas dans trop de détails ici, mais il se trouve que l'on retrouve, ailleurs ce qui ressemble à une première appellation du journal, Pâté fait divers. Donc, si l'on tente de faire la somme de ces différentes sources, en privilégiant bien sûr la très rare documentation de première main, l'hypothèse la plus raisonnable serait donc la suivante. Dès 1908, serait mis en place un service pourvoyeur de bandes d'actualité de manière plus ou moins régulière, ce qui permettrait d'expliquer les très nombreuses mentions ultérieures de cette date. C'est ce service qui prendrait d'abord le nom de Pâté fait divers en février ou en mars 1909 et qui assurerait une fréquence de livraison au minimum hebdomadaire avant de se transformer rapidement, c'est-à-dire la même année, en Pâté journal. Mais, encore une fois, il s'agit seulement de l'hypothèse la plus probable. Le lancement d'un journal régulier est beaucoup plus facile à dater, malgré la présence de quelques approximations, encore une fois, dans l'historiographie, pour Gaumont. Pour aller vite, la seule hésitation se situe entre le mois de septembre et le mois d'octobre 1910. Hein. On peut lire par exemple sous la plume de Gilles Vénard, donc il y a assez longtemps, dans un ouvrage de 1986 consacré aux 90 ans de Gaumont, que le Gaumont Actualité serait né en septembre 1910, tandis que par exemple chez Pierre L'Herminier, plus récemment, est évoqué plutôt le mois d'octobre. Le ciné-journal, encore une fois, permet de trancher plutôt en faveur du mois d'octobre, donc très précisément la semaine du samedi 22 octobre. Donc il s'agit tout simplement de bien regarder les publicités pour Gaumont Actualité, qui numérote les premiers numéros, donc il suffit de compter à rebours pour arriver au numéro 1, qui lui ne bénéficiait pas de publicité. Voilà, tout simplement. 22 octobre, donc. Ce lancement, en tout cas, ce qui est important de noter, c'est que ce lancement intervient donc une vingtaine de mois environ après celui de Pâté fait divers, et sans doute environ un an après Pâté journal. L'explication la plus plausible à ce décalage réside sans doute dans l'incapacité de Gaumont à produire dans un premier temps un contenu aussi exigeant, à cause de la cadence imposée par sa régularité et des moyens logistiques requis pour la captation et l'acheminement des images. Cette hypothèse se trouve corroborée plus généralement par l'ordre d'apparition de ce que l'on... Alors, des 4 journaux, sans doute ne sont-ils que 3, on va le voir, donc des 4 journaux édités par les maisons françaises avant la Grande Guerre. Donc on parle souvent de Pâté, donc on l'a vu plutôt en 1909, Gaumont en 1910, Éclair en 1912, puis, mais c'est très peu certain, Éclipse en 1913. La chronologie semble donc régie par la puissance économique respective de chacune de ces firmes, pour le formuler autrement. Alors, à propos de l'Éclair Journal, juillet 1912 paraît faire consensus, notamment grâce à un compte-rendu du conseil d'administration qui a été publié là encore dans Ciné Journal, donc je passe sur les détails. En revanche, et c'est, me semble-t-il, assez important, je le disais plus ou moins clairement, l'existence d'un journal chez Eclipse, même éphémère, ne paraît que bien peu plausible, même si cela va à l'encontre d'une certaine tradition historiographique, là encore, de Ford et Jeanne à Marcel Huré, par exemple, qui était l'auteur d'une histoire de la presse filmée parue au début des années 1980. Alors, je cite rapidement un article de Yuen Bernard paru dans la revue donc 1895, article qui date de 1993. Alors, il est possible qu'un journal d'actualité soit né cette année-là, en 1912 donc, mais rien ne nous permet d'en avoir la certitude, les revues corporatives ne le mentionnant jamais. Fin de citation. Alors, je précise que, enfin, je considère que ce doute, en tout cas, est celui d'un jeune chercheur du milieu des années 90 qui a passé, je le sais pour l'avoir lu, qui a passé un temps et un soin considérable à dépouiller la presse corporative
dans le cadre de ses travaux consacrés aux plus petites compagnies, donc ce n'est pas un doute anodin. Par acquis de conscience, j'ai moi-même dépouillé encore de longues séries de ciné-journal, notamment pour les années 1912, 13 et 14, sans rien trouver. Pourtant, les réclames pour Eclipse ne sont pas rares. Elles sont d'ailleurs fréquemment placées en face de celles pour l'Éclair Journal. À l'aune de ces investigations, c'est donc un marché plutôt tripartite du journal filmé qui émerge en France à partir de la fin des années 1900 et surtout au début des années 1910. Il est fort probable que ces journaux soient lancés à partir de services d'actualité préexistants, ce que je n'ai évidemment pas le temps de développer ici, mais ce que je démontre beaucoup plus longuement dans la thèse. Alors c'est une certitude pour Pathé, dès le début de 1908, l'existence de ce service d'actualité dédié. C'est très vraisemblable pour Gaumont, la même année, et c'est très difficile à établir pour l'Éclipse par manque d'archives. Le nombre restreint d'acteurs confirme en tout cas le fait que pareille activité ne peut être menée à bien qu'avec d'importants moyens économiques et leurs corollaires, techniques et logistiques. Chez ces grandes maisons d'édition, néanmoins, entre ce qui est déjà en place et ce qui doit être adapté plus ou moins rapidement, plus ou moins brutalement, la part des choses reste à faire entre évolution et révolution, entre rupture et continuité, pour poser la question très simplement. Donc, encore une fois, c'est plutôt à l'encontre d'une certaine tradition historiographique que l'on peut constater que la mise en place des premiers journaux s'inscrit dans une forme de continuité, même si l'on nuancera légèrement ce constat dans le détail en fonction du domaine observé. Alors, en ce qui concerne les modalités de production à l'intérieur des maisons d'édition, c'est clairement cette continuité qui semble prévaloir. En effet, les services de journaux ne sortent pas de nulle part, si l'on peut dire, comme j'indiquais juste auparavant. Ils émanent pour la plupart donc, de services préexistants. Chez Pathé, ce qui caractérise par exemple la montée en puissance de la presse filmée au sein de la firme consiste plutôt en une autonomisation progressive d'un service dédié, autonomisation qui passe d'un côté par une distinction du service des voyageurs, à partir de 1908 à peu près, et cela jusqu'en 1912-14, et de l'autre par une distinction du service scientifique du docteur Commandon. Puisqu'aussi surprenant que cela puisse paraître, on le voit notamment dans la documentation comptable ou les inventaires, ces services étaient au départ plutôt liés. En tout cas, les choses n'étaient pas claires, pas constantes. Depuis le milieu des années 1900, certaines archives, telles que les cahiers des ingénieurs Pathé, laissent plutôt supposer que les films d'actualité sont des productions spécifiques, qu'il convient d'éviter d'interrompre ou de retarder, davantage encore que les autres. Ainsi, leur parution hebdomadaire ou bi-hebdomadaire selon les sources correspondrait simplement à une mise en ordre de la diffusion de ces bandes auprès d'un public qui en est déjà friand. Couplé à l'ouverture de nouvelles salles, ce processus ne peut que fidéliser davantage le dit public. De plus, le journal de Pathé n'est pas stricto sensu le premier à proposer des projections régulières d'actualité dans une salle fixe, en réalité. Janine Bage et Sabine Lenk, que je citais déjà tout à l'heure, rappellent fort à propos l'existence d'un journal lumineux au musée Grévin dès 1901, rebaptisé assez rapidement l'actualité par le cinématographe, d'ailleurs, en 1904, ou encore du fameux Kinéma-Théâtre de Gabriel Kaiser, qui présente, je cite, des attractions toujours nouvelles et d'actualité tous les jours. La projection, en tout cas régulière d'actualité, n'est pas une nouveauté. La production régulière n'existe pas encore, en revanche. Bon, à tous ces égards, en tout cas, la mise en place du Pathé Journal n'a rien de révolutionnaire, ni pour la firme Aucoq, ni même pour la clientèle. En fait, les évolutions les plus marquantes, semblent plutôt intervenir avant et après l'année 1909. Alors, sans revenir encore une fois sur l'amont, on va s'intéresser rapidement à l'aval. Il se trouve, en l'occurrence, que plutôt que 1909, donc, c'est le début de l'année 1912 qui semble correspondre à une sorte de consécration des actualités chez Pathé, si l'on peut dire, en tout cas une forme de reconnaissance de leur succès commercial et de leur importance stratégique. En janvier 1912, en effet, à en croire un rapport de Jacques Marette, que j'affiche là, qui est très lumineux,
un rapport donc de janvier 1912, les services du cinématographe s'installent dans l'immeuble du boulevard des Italiens à Paris, jusqu'ici dévolu à la branche phonographique de l'entreprise. Parmi ces services, le Pâté Journal gagne des bureaux au 5e étage, ainsi qu'un atelier de développement des actualités au 6e. À peine 3 ans après son probable lancement officiel, le Pâté Journal se retrouve donc largement promu. Au-delà de la simple dimension logistique et organisationnelle, qu'il ne faut certes pas sous-estimer, l'une des lectures possibles de ce déménagement est bien celle d'un rapprochement avec le centre décisionnel et commercial de la compagnie. L'immeuble des Italiens est en effet d'abord une vitrine privilégiée de Pathé Frères à l'époque, car il est ouvert à ce que Marette nomme la clientèle, à qui il propose désormais de présenter et donc de vendre des appareils. De surcroît, ces locaux doivent accueillir le siège social de l'entreprise au 2e étage, à côté du service de location et du service commercial. C'est en cela que l'on peut voir dans ce déménagement une centralisation stratégique des principaux organes décisionnels et commerciaux de Pathé Frères, et de constater que les actualités et le Pâté Journal en font désormais pleinement partie, même si la chaîne de production dans son immense majorité reste l'apanage des usines de Vincennes et de Joinville, eu égard aux quantités industrielles de bandes à produire puis à distribuer. Reste que ce déménagement apparaît donc comme une étape importante, mais bien ultérieure au lancement du journal. Si la documentation manque notablement pour parvenir à une analyse aussi détaillée pour Gaumont, pour Éclair, rien dans le matériel connu n'indique ou ne permet de supposer une rupture manifeste dans les modalités de production. Lors du lancement des journaux, pardonnez-moi, à côté de la qualité de l'organisation interne des services, la réussite de l'entreprise repose en grande partie sur son réseau de filiales et de succursales en France et à l'étranger. Pour rester très général et pour reprendre le cas de Gaumont, il est établi depuis longtemps que ces antennes, ces filiales sont mises en place très précocement, d'abord par des collaborateurs très proches de Léon Gaumont, dans le but de commercialiser les appareils de la firme, tant cinématographiques que photographiques. Elles tentent ensuite à faire de même pour les films, et sans surprise, à se lancer dans des productions locales destinées soit au marché local, soit à la maison mère parisienne. Les journaux ne sauraient exister sans cette toile d'araignée évoquée par Gilles Vénard, qui se déploie en France et à l'étranger. Or, la mise en place d'un tel réseau ne saurait se faire que dans la durée, à plus forte raison à l'époque. Pour Gaumont, la pionnière londonienne apparaît par exemple dans les catalogues dès les toutes premières années du XXe siècle, pour se limiter vraiment à cet exemple-là. Bref, du point de vue des firmes, le fait même d'éditer un journal hebdomadaire requiert d'allier d'importantes capacités productives à une organisation rhizomatique d'envergure, ce qui ne peut advenir que dans la durée et ce qui contrevient à une conception révolutionnaire, en tout cas une conception de rupture de son lancement. Sans tenir du bouleversement soudain, les conséquences des débuts de la presse filmée sur la conception des actualités sont peut-être un peu plus marquées quant à elles. Alors, la traversée de la Manche par Louis Blériot en juillet 1909, le second procès militaire d'Alfred Dreyfus à Rennes en août et septembre 1909, la crue de la Seine en janvier 1910, les obsèques d'Édouard VII en mai 1910, le couronnement de George V en juin 1911 ou encore la mort de Jules Bonneau en avril 1912, tous ces événements suscitent des emballements médiatiques notoires. Or, tout se passe comme si ces événements avaient tendance à se multiplier au tournant des années 1900 et 1910. Alors, il serait bien hasardeux de considérer qu'il y a davantage d'événements importants. En revanche, davantage de faits font l'événement et suscitent une production élevée, parfois très élevée, d'images, parfois aussi de textes. Par une sorte de tautologie dont les rouages tiennent autant de la production que de la réception, c'est sans doute l'appétence croissante pour les actualités qui génère encore plus d'actualités. Au sein de ce processus, les journaux sont un catalyseur, à la fois cause et conséquence, car, comme toujours en matière de représentation, les images façonnent les imaginaires collectifs autant que l'inverse, du moins d'après moi. Les journaux réguliers d'actualité émane d'une conception nouvelle de cette actualité, en même temps qu'il participe à forger cette nouvelle conception. Il y a là une dialectique, me semble-t-il.
Du côté de la production, cette fois, cette nouvelle conception se caractérise par une transition majeure d'une logique ponctuelle à une logique de flux. Auparavant cataloguée et produite dans des conditions finalement très semblables à celles des autres catégories de films, les actualités sont comme arrachées par les journaux à leurs conditions intermittentes pour se muer en un flux ininterrompu, fondé sur des rendez-vous réguliers à intervalles désormais hebdomadaires et bientôt bi-hebdomadaires pour certains d'entre eux, comme je le disais. Dans le cadre de ce passage du catalogue au journal, c'est le documentaire qui d'ailleurs, par parenthèse, aura tendance à rester au catalogue, au sein d'une catégorie générique de plus en plus définie et conscientisée. Mais je ne vais pas rentrer plus avant dans cet aspect. Du côté de la réception, cette nouvelle conception se caractérise par une réduction de la distance temps qu'est l'actualité. Ce qui a été dit en introduction disparaît progressivement. Avec l'apparition des journaux, un événement vieux de plusieurs années ne peut plus être considéré comme actuel. À propos de l'annonce d'un film Gaumont relatif à l'écrasement de l'avion de Lafon, on peut lire dans le Ciné-Journal du 7 janvier 1911, je cite, « Était-ce une de ces annonces fallacieuses dont sont coutumières certaines maisons pour faire entrer la clientèle rébarbative? Pouvait-on voir sur l'écran du cinématographe une chute d'aéroplane et surtout, quelques heures après l'accident? On a tant abusé de ce mot « actualité » pour montrer au public un mur quelconque sur lequel une plaque apposée vous annonce dans sa véracité de marbre « Ici, il y a 100 ans, vécut tel personnage historique ». Le public désabusé commence à se méfier. Alors, bien que l'on soit encore bien très loin des directs télévisuels ou des réseaux dits sociaux, cette évolution rapproche désormais la conception de l'actualité de celle qui est peu ou prou la sienne plus d'un siècle plus tard. La superposition de la chronologie de ce phénomène avec celle du lancement des premiers journaux filmés à parution régulière ne saurait être qu'une simple coïncidence. Du point de vue des représentations, ces deux phénomènes se nourrissent l'un l'autre. Sans doute participe-t-il par ailleurs du grand succès public qui couronne chacun de ces lancements, dont on aura compris malgré tout qu'ils sont davantage le produit d'évolutions à l'œuvre depuis quelques années que d'une véritable révolution. Cet engouement massif pour la presse cinématographique à parution régulière, donc, repose en tout cas largement sur ces modalités de production que la seconde partie de cette intervention va donc essayer de dépeindre à travers quelques-uns de ces aspects. En effet, dans ce domaine, comme dans bien d'autres, les lacunes archivistiques circonscrivent l'étendue des analyses à certaines dimensions seulement. L'une des voies commodes pour donner un tour plus concret à l'édition de journaux consiste à se pencher sur les opérateurs, auxquels on consacrera dès lors quelques mots. J'évoquerai ensuite une affaire d'apparence anodine qui oppose la maison Gaumont à un modeste journal sportif méridional, mais dont le déroulement et les conséquences me paraissent très riches d'informations, et même déterminante pour l'avenir du journalisme filmé et la conception d'un droit à l'image. Enfin, pour boucler la boucle, si je puis dire, je dresserai un tableau du Pâté Journal en son entreprise en 1914, c'est-à-dire à la fin de ma période d'études. À propos des opérateurs, il convient peut-être de commencer par préciser qu'ils ne sont pas très nombreux à travailler spécifiquement pour les journaux durant la seconde moitié des années 1910. Si l'on prend le cas de Gaumont, par exemple, ce qui passe pour une rédaction comporte en tout et pour tout 4, peut-être 5 employés, dont certains des noms apparaissent en recoupant les archives. Robert Baudouin, par exemple, le futur gendre de Léon Gaumont, Lucien Lesaint, ou encore Marcel Ruette, connu entre guillemets pour s'être tué lors d'un accident de la route en 1920, en même temps que l'actrice Suzanne Grandet. Il faudrait ajouter également le fils Gaumont, parmi les plus connus, Charles Gaumont, qui est cependant un cas un peu particulier car plus intermittent. Comme chez Pathé, un chef de service encadre ces hommes, qui ne sont que des hommes, d'ailleurs, je le précise, je n'ai trouvé évidemment aucune femme opératrice. En l'occurrence, le responsable du service se nomme Henri Lafragette, dont on retrouve le nom dans de très nombreux documents.
Il convient en tout cas de garder à l'esprit donc, cette taille modeste des équipes que l'on retrouve à peu près chez Pathé, hein, dans les mêmes proportions, dans l'étude donc, des modalités de production de cette presse filmée à ses débuts. Alors, pour embrasser le métier, si l'on peut dire, d'opérateur d'actualité, point de diplôme. Du temps des premiers journaux, hein, cela est déjà bien connu, les professions de la cinématographie ont beau être un peu mieux définies qu'à la toute fin du 19e siècle, les rôles de chacun restent très fluctuants et rarement bien distincts les uns des autres. À part peut-être les acteurs les plus connus, à peu près n'importe quel personnel est amené à occuper plusieurs fonctions au sein des firmes, tantôt les unes après les autres, tantôt simultanément. Ce qui signifie que l'on n'est guère recruté en tant qu'opérateur, encore moins en tant qu'opérateur d'actualité. Ni chez Pathé, ni chez Gaumont, sans doute pas plus que chez Éclair, hein, où les effectifs sont bien plus réduits. Le cas de Lucien Le Saint est probablement l'un des plus significatifs du sort réservé à ces hommes au début de leur carrière. À en croire son propre récit, Le Saint commence par la photographie, hein, une passion qu'il développe dès sa jeunesse en admirant les amateurs au but de Chaumont. Après des débuts prometteurs qui l'amènent notamment à travailler pour le sculpteur Mathurin Moreau, le service militaire vient tout interrompre. Bien que réformé en 1903, le jeune homme peine à reconstituer le cercle de relations qu'il s'était construit dans le milieu. Et selon ses propres termes, puisqu'il a laissé un journal, ou des journaux même, n'ayant pas la patience d'insister, donc il rentre à la maison Gaumont comme photographe au service de la vérification des réglages d'appareils. À partir de quoi le saint, donc là je reprends aussi ses propres mots, le saint est un peu à toutes les sauces, hein, c'est son expression. Autrement dit, il se retrouve affecté à des tâches fort diverses dans plusieurs services. Ce n'est qu'en 1907 qu'il effectue ses premiers tournages cinématographiques sous la tutelle d'Émile Cole. L'intérêt d'un parrainage aussi prestigieux est double. À côté de l'apprentissage technique, le Saint bénéficie de périodes libres durant lesquelles Cole se consacre à ses scénarios et à ce que le Saint appelle ses bons hommes articulés en carton découpé. Donc Cole, durant ces périodes, n'a pas besoin de lui, ce qui lui permet de commencer à l'actualité, qu'il qualifie d'ailleurs dans ses écrits de documentaire. Il dit qu'il fait du documentaire. Il écrit qu'il fait du documentaire. Il tourne ainsi toute une série de lancements de cuirassés, à Saint-Nazaire notamment, avant de s'intéresser plus particulièrement à l'aviation et à l'aérostation. Désormais simple opérateur, encore une fois selon ses propres mots, Le Saint se retrouve véritablement promu opérateur d'actualité à la suite d'une initiative risquée, selon ses propres souvenirs. Un jour de travail ordinaire, apprenant un probable accident d'avion aux environs de Boissy-Saint-Léger, il décide d'un spécial destiné à une diffusion le soir même, sans l'aval de Gaumont, car ce dernier est absent. Ce qui revient ni plus ni moins qu'à mettre à l'arrêt une bonne partie de la production courante au profit de l'édition de la bande prioritaire. Il s'agit donc d'un risque certain, dans la mesure où l'information doit d'abord être avérée, le film réussi et les délais tenus pour conserver le scoop, si je puis dire. Donc, comme simple opérateur, le Saint ne bénéficie pas de telles prérogatives. Mais la chance lui sourit, en l'occurrence. Un camarade parvient à tourner des images satisfaisantes des débris de l'appareil, et la vue est projetée le soir, d'où les félicitations de Gaumont, qui, peu après, à en croire le Saint, je le cite, décide d'ouvrir un service d'actualité. Donc ce dernier évoque également l'embauche d'Henri Lafragette, hein, à la tête du dit service, ainsi que celle de Ruette, en plus de la sienne. Alors, le Saint n'indique aucune date, mais on déduit très facilement qu'il s'agit des événements relatifs au lancement de Gaumont Actualité, hein, en octobre 1910. Puisque l'accident d'avion dont il est question correspond à celui des frères Morane, hein, dont on retrouve très facilement la trace dans la presse de l'époque, accident qui intervient le 5 octobre 1910. Dès lors, ce qui apparaît en filigrane ici, c'est qu'à l'instar de la plupart de ses collègues, Le Saint a très certainement tendance à surestimer son propre rôle, hein, lorsqu'il se raconte. Son initiative a peut-être pesé dans la décision de Gaumont à lancer son journal, mais uniquement à la marge, hein, tant les modalités de l'opération sont lourdes et requièrent une forte anticipation, comme on l'a vu précédemment. Que Le Saint ait tendance à tirer la couverture à lui importe moins que la portée exemplaire de ce témoignage, qui tisse une trame d'éléments assez emblématiques de la plupart des débuts des carrières d'opérateurs.
des opérateurs, à commencer par l'absence de formation précise, qui les distingue par exemple des ingénieurs et des chefs d'atelier de chez Pathé, par exemple. Bien souvent, la première embauche est vécue comme un coup du sort, qui se joue de manière précipitée et assez aisée, à condition bien sûr d'accepter les mises à l'épreuve par l'intermédiaire donc de ces tâches très hétérogènes et fréquemment ingrates. Alors il existe parfois quelques variantes néanmoins. Après 2 expériences sur le terrain pour le compte de la maison Pathé, cette fois au printemps 1911, donc c'est Pierre Trimbach qui est soumis à un examen technique sur décision de son supérieur et metteur en scène fameux, puisqu'il s'agit d'Albert Capellani. L'épreuve donc à laquelle est soumise Trimbach consiste à tourner une scène en présence de Charles Pathé, de Ferdinand Zecca, de René Guichard et de Capellani, donc, puis à subir un questionnaire technique, questionnaire assez compliqué d'après ses propres souvenirs, au terme duquel il est reçu opérateur, ce qui occasionne ensuite un déjeuner d'après lui bien arrosé en compagnie des membres de jury dans un restaurant de Vincennes. Alors, ce rite de passage constitue en l'état un cas unique, je n'en ai pas trouvé d'autres, mais ce qui n'enlève rien à son intérêt. À rebours de ce protocole très scolaire, le népotisme incarne une dernière voie de recrutement, bien sûr, assez minoritaire, mais tout de même. À cet égard, Robert Baudouin se montre on ne peut plus honnête devant la commission de recherche historique lorsqu'il témoigne. Donc, il explique que vers l'âge de 16 ans, peu doué pour les études et désireux de voyager, c'est son père qui lui obtient un premier rendez-vous avec Gaumont en 1907. Avec son franc-parler habituel, Baudouin raconte à cette époque avoir, je cite, toujours eu une profonde horreur de tout ce qui était photographie. Fin de citation. Mais, semble-t-il, son volontarisme suffit à ce que Gaumont l'envoie d'abord à Berlin dans l'une des agences de la société. Quant au reste de la carrière, il recoupe en général ce qu'en dit Le Saint, à une première phase polyvalente et laborieuse qui dure souvent au moins 2 ou 3 années, succède une période d'apprentissage aux modalités très artisanales, dans le sens où c'est généralement un salarié plus expérimenté, metteur en scène ou opérateur, qui forme et spécialise la jeune recrue. C'est donc Émile Cole pour Le Saint, Maurice de Marsan pour Trimbach, ou encore Jean Servet pour Baudouin. Il est intéressant de constater que cette transmission se déroule quasi exclusivement à l'abri des théâtres de prise de vue, sous l'égide de metteurs en scène dédiés en grande partie à la fiction. Jusqu'à la fin de la période étudiée, en 1914, les tournages non fictionnels en extérieur restent dès lors largement l'apanage de l'autodidacte et le domaine de l'apprentissage empirique. Devenir opérateur d'actualité constitue apparemment une promotion pour un simple opérateur, si l'on prend l'expression de Le Saint. Pour être promu, s'il est préférable de bénéficier d'une expertise dans les tournages studio, si je puis dire, c'est un anachronisme, faire montre d'un esprit d'initiative marqué et avoir la confiance du patron sont 2 atouts encore plus importants. Alors je cite Ferdinand Zecca, pour opérer les films documentaires, les actualités, l'opérateur reporter doit savoir s'adapter aux circonstances, faire preuve d'initiative, de patience et improviser selon les incidents selon les à côté imprévus des événements qu'il tourne. Fin de citation. Vu le degré d'autonomie de ces personnels, dont le propre est de travailler à l'extérieur des locaux de l'entreprise, parfois de manière très éloignée et durable, la confiance paraît être un prérequis logique. Quant à l'esprit d'initiative et la capacité à faire face à l'imprévu, ces aspects recoupent le cliché de l'opérateur aventurier que je nuance un petit peu dans ma thèse au profit d'une vision plus artisanale du métier. Alors, il y aurait beaucoup à dire encore sur ces opérateurs d'actualité. Certes, peut-être pas autant que ceux de fiction, auxquels Prisca Morisset avait consacré sa thèse en 2008, mais il est temps, pour le coup, de passer, de s'intéresser à cette affaire inconnue donc de l'éco-sportif. Alors, a priori, bien loin des considérations précédentes, au début du mois de juin 1912, un certain Frédéric Bonnet doit faire la démonstration de son nouveau parachute. Pour l'occasion, l'hebdomadaire local, qui s'appelle donc l'Éco-Sportif, dont tout laisse à penser qu'il s'agit d'un des financeurs de Bonnet, a vu les choses en grand, en louant le parc Chambrun sur les hauteurs septentrionales de Nice. Tout est prêt pour accueillir et pour célébrer l'exploit de l'aventureux inventeur qui doit se dérouler le dimanche 9 juin 1912. Manque simplement à l'appel un opérateur d'actualité filmé pour l'immortaliser.
Par chance, le fils Gaumont se trouve dans le Midi. Tout se déroule pour le mieux jusqu'à ce que Louis Morin et Paul Andro, les directeurs de l'éco-sportif, réclament à la société Gaumont une redevance de 1000 francs, soit une sorte de droit à l'image qui ne dit pas son nom. Cette somme se justifierait au regard des frais qu'eux-mêmes engagent pour la tenue de l'événement. En payant, Gaumont y gagnerait de plus l'exclusivité. Moins explicite, l'une des motivations de cette demande réside bien sûr dans l'avidité des deux patrons de presse locale qui se font une haute idée des bénéfices engrangés par Gaumont grâce à un tel tournage. En tant qu'organisateur de l'objet de ce tournage, ils considèrent qu'il leur revient légitimement une partie de ces bénéfices. S'engagent alors d'intenses négociations à distance entre le duo formé par Morin et Andro et la maison Gaumont, représentée par Henri Lafragette, à qui Charles Gaumont sert d'intermédiaire pour correspondre. En première instance, c'est sans doute l'étonnement qui prévaut chez Gaumont et qui conduit à la rédaction de 2 lettres datées du 5 juin, ce qui tente à prouver que l'affaire est prise très au sérieux. D'autant que l'une d'entre elles, plus longue, s'attache à exposer et à défendre une certaine conception de la presse filmée. Alors, je vais en citer un assez long extrait. Alors, vous ne devez pas ignorer que le cinématographe est le meilleur moyen de propagande pour lancer dans le monde entier une invention nouvelle ou un système inédit et pratique, même lorsqu'il s'agit d'un parachute. À l'encontre des journaux quotidiens, qui dédaignent souvent l'intérêt public pour ne penser qu'à la question financière, le cinématographe s'est fait jusqu'à ce jour un scrupule d'aider, dans la mesure du possible, les inventeurs de bonne volonté, en leur prêtant gratuitement son concours. Mais de là à payer les personnes pour lesquelles le cinématographe fait de la publicité, il y a un abîme profond, car le cinématographe n'est pas et ne doit pas être un bailleur de fonds. Les vues, dites actualités, qui sont publiées chaque semaine sous la forme d'un journal animé, sont tout simplement un moyen de réclame pour les éditeurs de films et non une source de bénéfices. Une vue en plus ou en moins, aussi intéressante soit-elle, n'augmente ni ne diminue le nombre d'exemplaires vendus. Certes, nous ne nions pas l'intérêt que représentera l'expérience publique faite par M. Bonnet de Grasse, néanmoins, nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre proposition. La question de l'exclusivité, qu'elle soit au prix de 1000 francs ou de 100 francs, ne nous intéresse pas, attendu que nous estimons que le soleil doit briller pour tout le monde et que chacun de nous doit trouver sa petite place au soleil. Alors, constitutif d'un argumentaire de négociation, le propos contenu dans cette lettre requiert bien entendu d'être lu avec une certaine prudence. Ce qui ne l'empêche pas d'être très riche d'informations, à commencer par la plus évidente peut-être. En 1912, les grandes maisons d'édition d'actualité ont parfaitement conscience de la portée considérable de leur production. L'auteur, qui est ici très certainement Lafragette, met ainsi en avant la propagande, synonyme ici de publicité, mentionnée quelques lignes plus bas, propagande qu'offre le cinématographe, en particulier pour les inventeurs. La concurrence avec la presse écrite apparaît aussi de manière tout à fait explicite. Adressé au patron d'un hebdomadaire sportif, le propos n'hésite pas à étriller la presse quotidienne, laquelle est accusée d'avidité. Lafragette sous-entend fortement que les grands quotidiens parisiens, ceux qu'il connaît certainement le mieux, acceptent de payer parfois la couverture de certains événements liés à des inventions, contrairement à la cinématographie. Cinématographie dont il porte le soi-disant désintérêt en étendard. Alors, il est difficile en l'état de confirmer ou d'infirmer la réalité de cette pratique du côté de la presse écrite, à supposer qu'à la Cour, alors, elle ne semble garantir que très rarement l'exclusivité, tant les journaux papiers sont souvent nombreux à traiter des mêmes sujets. Au moins 2 autres points méritent d'être soulevés à la lecture de cet extrait. Il est tout d'abord frappant de constater que jamais l'auteur n'envisage les vues d'actualité comme des informations, en les ramenant systématiquement à leur dimension publicitaire. Réclame pour l'inventeur, on l'a vu, mais aussi réclame pour l'éditeur de films. Bien entendu, Lafragette exagère certainement le peu d'importance de cette catégorie de vues pour éviter d'avoir à les payer. Mais le fait qu'il présente les journaux filmés comme de banals écrans publicitaires, dédiés à la promotion des films, est en soi assez intéressant. Nier l'absence totale de bénéfices qu'engendrent les abonnements souscrits par les exploitants pour diffuser les journaux chaque semaine est sans doute là aussi exagéré. En revanche, l'hypothèse d'une production spécifique qui rapporterait peu mais qui satisferait à la fois les éditeurs par la publicité qu'elle leur assure, les exploitants par le public qu'elle attire et les spectateurs eux-mêmes par le renouvellement hebdomadaire de ses contenus, cette hypothèse donc est tout à fait plausible.
Le second point concerne quant à lui ce que l'on pourrait nommer une conception sélective de la concurrence. Si la presse écrite est littéralement clouée au pilori, la métaphore filée du soleil qui doit briller pour tout le monde, en fin d'extrait, permet à Lafragette de montrer qu'une concurrence juste et saine est tolérable et même souhaitable entre éditeurs de films qu'il s'agit d'ériger donc en héros des pratiques raisonnables et désintéressées. Cette longue et très généraliste missive n'a en tout cas rien de coutumier chez Gaumont, ce qui dénote peut-être une certaine fébrilité. Toujours est-il qu'un autre courrier, lui aussi daté du 5 juin, je le disais, mais sans doute légèrement postérieur, du moins je le suppose, est adressé à Morin, et il expose de manière bien plus ramassée une réponse moins ferme. Si la compagnie refuse toujours de payer la redevance de 1000 francs, elle consent exceptionnellement à verser 10 francs par mètre de négatif qu'elle comprendra dans l'édition générale des Gaumont Actualités. Morin, qui s'attendait peut-être à un refus plus ferme de la part de la puissante société, ne désarme pas. Il accepte l'offre, à condition qu'un minimum lui soit garanti. L'événement approchant à grands pas, c'est Charles Gaumont qui intervient, une fois n'est pas coutume, là encore, et qui lui adresse directement un accord pour un minimum garanti de 200 francs. Seulement, si Charles Gaumont va effectivement tourner les bandes le jour J, jamais la compagnie ne paiera les causes sportifs. Les raisons avancées par Lafragette dans les lettres qui suivent sont on ne peut plus claires. Alors, en premier lieu, il considère que la vue est décevante, même s'il espère d'abord pouvoir en exploiter les parties les plus intéressantes avant de renoncer totalement. Surtout, Morin et Andro ont eu la mauvaise idée de ne pas respecter le principe d'exclusivité, en proposant exactement le même marché à Pathé. Voilà qui suffit amplement à déclencher l'ire des deux plus puissants patrons de la cinématographie française, d'autant que ce sont désormais les organisateurs du circuit d'Anjou, course automobile si je ne m'abuse, qui leur réclament une forte somme pour filmer, comme si le parachute bonnet avait fait jurisprudence. C'en est trop. Dans une lettre de Lafragette à Gaumont fils, on peut lire, presque à la façon d'un roman d'espionnage, je cite, à la suite d'une entrevue entre messieurs, alors il écrit messieurs G et P, il s'agit bien sûr de messieurs Gaumont et Pathé, mon collègue de chez Pathé et votre serviteur d'autre part, il a été convenu qu'à l'avenir, on ne paierait plus pour les prises de vue d'actualité. Fin de citation. Autrement dit, une modeste tentative d'escroquerie niçoise pousse les deux plus importants éditeurs de journaux filmés réguliers à s'accorder sur une pratique commerciale de manière officieuse dans leurs intérêts respectifs. Alors, il faut bien mesurer la portée de ce qui se joue à travers cet événement. D'abord, cet accord plus ou moins secret relève en grande partie d'une logique de cartel. Du point de vue économique, ce qui en fait un procédé illégal. Les concurrents les plus puissants d'une même branche ne sont pas autorisés à passer des accords cachés au nom de leur intérêt dans un système capitaliste traditionnel. Toutefois, chez Pathé comme chez Gaumont, la défense des intérêts communs peut outrepasser ce cadre légal d'une concurrence non faussée au profit d'une stratégie ponctuelle donc de cartellisation. Et c'est, me semble-t-il, tout sauf un détail. Sur le fond, ensuite, il se trouve que les deux capitaines d'industrie, consciemment ou pas, tuent dans l'œuf une pratique susceptible de modifier en profondeur la nature du journalisme filmé, à moyen voire à long terme. Que l'on imagine un instant que tous les journalistes actuels soient contraints de payer, par exemple, telle entreprise à la mode pour obtenir le droit de filmer puis de diffuser les images de leurs dernières trouvailles. Alors certes, bien sûr, hier comme aujourd'hui, l'obtention de certaines images se paye, parfois très chèrement. Des obsèques d'Édouard VII en 1910 jusqu'à certains événements sportifs aujourd'hui, les exemples sont légion. Mais en juin 1912, le refus de payer, opposé par Pathé et Gaumont à deux patrons de presse niçois, met un coup d'arrêt à une pratique qui, en essaimant, aurait pu conduire à banaliser la monétisation du droit à l'image, bouleversant ainsi la conception même du journalisme filmé. Enfin, le fait que ce genre de méthode a priori assez risquée concerne les journaux prouve en creux l'importance stratégique de ces derniers, quoi qu'en dise Lafragette. Ainsi, quel que soit l'angle duquel on les considère, les journaux d'actualité apparaissent dès leur mise en place comme un segment à la fois singulier et stratégique de la production des maisons qui les éditent. C'est ce que l'on peut constater chez Pathé en 1914. Donc, ce sera mon dernier point, voilà.
Dans les faits, cette singularité et cette importance stratégique influencent la place et le rôle du journal dans l'entreprise. C'est ce que tente à montrer par exemple alors un petit volume édité par la maison Pathé, donc à des fins promotionnelles, qui me sert ici de source, hein, et qui inclut plusieurs photographies, qui a sans doute été réalisé pour l'exposition internationale urbaine de Lyon en 1914. Pathé Frères est alors une société anonyme au capital de 30 millions de francs et se targue d'employer plus de 6500 personnes en France et à l'étranger. Malgré la très forte internationalisation de ses activités, hein, le cœur de l'Empire se situe toujours en Île-de-France, réparti essentiellement entre le siège parisien du boulevard des Italiens donc, et les usines de Vincennes ainsi que celles de Joinville-le-Pont. Depuis janvier 1912, on l'a dit, une partie du Pâté Journal a le privilège d'occuper les étages supérieurs du siège. Les 2 années écoulées lui ont encore profité, néanmoins. Cantonné au départ à la moitié environ du 5e étage, en 1914, le journal occupe la totalité des étages supérieurs de l'immeuble, du 5e au 7e, une spatialisation très significative de la montée en puissance du service. La centralité de cette situation est parfaitement consciente et assumée. Elle constitue même un argument de promotion des qualités du journal Maison, qui désormais relève d'abord de sa capacité à être un organe d'information fiable, rapide, davantage qu'un pourvoyeur de spectacles sensationnalistes ou promotionnels. Donc je cite cette petite brochure de 1914 que l'on peut consulter à la Fondation Sédou-Pathé, là encore, organisée d'une façon que peuvent envier bon nombre de ses confrères de la presse imprimée. Pathé Journal répond à tous les besoins de l'actualité mondiale. Toutes les branches de l'activité humaine lui sont familières. Sciences, missions, lettres, faits divers, sport, mode, etc. Il est, de tous les organes de reportage cinématographique, le premier informé, le premier édité. C'est là, en plein centre des actualités dont il est immédiatement informé, jour et nuit, par les 4 lignes téléphoniques aboutissant au bureau de son directeur, qu'il assure par lui-même grâce à l'usine minuscule, véritable merveille de mécanique moderne installée au 6e étage du vaste édifice, ses éditions nationales et internationales, ainsi que ses éditions spéciales quotidiennes, qui font revivre à quelques heures d'intervalle devant les innombrables spectateurs de milliers de salles de cinématographe, l'événement capital de la journée. La mention d'une usine minuscule laisse à penser que le journal a phagocyté littéralement le service de développement qui était présent auparavant et qu'il bénéficiait en effet de l'intégralité de la chaîne de production sur place. Il semble même possible d'effectuer des prises de vue dans l'immeuble. À la fin d'une section consacrée au siège social, alors il y a une photographie, voilà, qui surmonte, en effet, c'est la légende suivante, comme on peut le lire, le théâtre électrique du Pâté Journal, installé au 5e étage du siège social, où sont tournées les personnalités défrayant l'actualité. La fonction et la nature précise de ce local restent incertaines. S'agit-il effectivement d'y faire venir des individus concernés pour en faire une sorte de portrait animé, ou plutôt d'y tourner de modestes reconstitutions interprétées par des acteurs? Il est difficile de le dire. Dans tous les cas, la superficie forcément réduite de ce théâtre, du moins par comparaison avec celle de ses homologues de banlieue, ne peut que limiter ses ambitions à de simples productions. Privilégier une telle proximité au détriment d'un espace pourtant précieux, voire indispensable au tournage, revient sans doute à faire primer la rapidité de la production à sa qualité, ce qui paraît finalement assez logique dans l'optique de l'édition du journal. Celui-ci dispose de surcroît d'installations situées dans les usines vincennoises, que décrit aussi la brochure sur laquelle je m'appuie. Des 3 sites, c'est au vigneron, comme on l'appelle, que l'on trouve parmi d'autres ce qui est appelé la direction artistique, dont les prérogatives sont alors bien plus étendues que ce que laisse entendre sa désignation. Outre la supervision des 3 théâtres français de la firme, qui sont situés à Vincennes, à Montreuil et à Nice désormais, cette direction artistique, englobe en fait les services scientifiques, des voyages, de la publicité et du pâté journal. C'est à la direction artistique qu'incombe le contrôle d'à peu près toute l'édition de la maison Pathé, par le truchement de séances de visionnement critique. La brochure précise que, je cite, « Pas un centimètre de film, qu'il s'agisse du domaine dramatique ou comique, scientifique, documentaire ou d'actualité, n'est livré à l'exploitation sans avoir été au préalable l'objet d'une critique minutieuse, impitoyable au plus léger défaut. » Fin de citation.
Si des modifications sont requises, c'est cette fois le service des négatifs qui prend le relais, sachant que la bande peut être amenée à effectuer plusieurs allers-retours avant d'être distribuée. Ainsi, le journal présente-t-il deux visages. D'un côté, organe puissant, connu et reconnu, il peut presque être considéré comme une compagnie dans la compagnie, tant l'autonomie dont jouissent les locaux parisiens paraît importante. Mais de l'autre, il reste un service parmi d'autres, surtout dans sa partie vincennoise, dans le cadre de laquelle il est soumis, comme l'étaient avant lui les actualités et les voyages, à une hiérarchie sourcilleuse, tant sur la forme que sur le fond. Reste que, chez Pathé comme chez Gaumont ou Éclair, les journaux s'imposent assez clairement au rang de solides fers de lance durant la première moitié des années 1910. Alors, pour conclure, on peut commencer par remarquer que les quelques modalités chronologiques et productives de la première presse filmée régulière, telles qu'elles viennent d'être abordées, demeurent très parcellaires. À cela, au moins deux raisons. D'abord, elles sont extraites d'une thèse, comme il a été précisé, et donc elles sont forcément quelque peu résumées afin de pouvoir être présentées ici en un délai à peu près raisonnable. Je crois que je suis encore dans un délai raisonnable, donc ça tombe bien. En outre, j'ai bien entendu procédé à des choix, hein, ce qui implique de passer sous silence plusieurs autres aspects. Ensuite, alors pour rappel, les lacunes qui subsistent malgré tout sont la conséquence des lacunes archivistiques elles-mêmes, sur lesquelles je ne reviens pas. J'en ai déjà parlé en introduction. Second point de conclusion, ces modalités chronologiques et productives, si on peut les appeler ainsi, hein, me semblent participer pleinement donc de cette institutionnalisation des pratiques cinématographiques, donc à l'œuvre en France, hein, entre le milieu des années 1890 et le début de la Grande Guerre. À mes yeux, le processus institutionnel, qui demeure aujourd'hui le sujet de bien des confusions et de bien des approximations, s'apparente à un paradigme au sens épistémologique du terme. Autrement dit, je défends plutôt une vision large, si ce n'est maximaliste, de ce phénomène par lequel le cinéma devient le cinéma. À l'instar, je crois, du projet Ciné 0819, du moins si j'en crois son carnet de recherche hypothèse, je constate que depuis le début des années 80, et depuis cette fameuse génération dite de Brighton, hein, composée notamment d'André Gaudreau ou de Tom Gunning, pour ne citer que, c'est bien l'approche narratologique qui domine le paradigme. Ce qui signifie que l'institutionnalisation du cinéma a surtout été envisagée à l'aune de la narrativisation progressive des films, telle qu'elle se déploie à partir d'un régime dit d'attraction, et même d'attraction monstrative, pour reprendre le fameux concept de Gunning et Gaudreau. Certes, depuis plusieurs années, bien d'autres approches sont venues compléter cette conception, et sans forcément la contredire au demeurant. C'est tout le sens d'un colloque qui s'est tenu à Gand en novembre 2018, par exemple, et dont la publication en anglais est en cours. Donc le titre de ce colloque était le suivant: Rethinking the Attractions Narrative Dialectics, New Approaches to Early Cinema. Mais dans le cadre de cette ouverture progressive des approches, les fictions demeurent privilégiées, me semble-t-il. En tout cas, les premières actualités demeurent délaissées. À partir de quoi, la démarche qui est la mienne repose sur une hypothèse finalement très simple. Au sein du paradigme institutionnaliste, l'émergence d'une presse filmée joue pleinement un rôle dont la nature et l'ampleur doivent encore être établies par la recherche. Et en l'occurrence, donc, ces premières recherches tendent notamment à montrer que les premières actualités contribuent à la fois à il y a deux choses essentielles. D'une part, l'essor de la distinction entre fiction et non-fiction. De l'autre, ce que j'appelle l'historicisation du cinéma, soit deux processus normatifs essentiels dans le cadre de l'institutionnalisation, que je conçois comme l'émergence, hein, d'un ensemble de normes. C'est quasiment, hein, au sens sociologique, voire anthropologique plutôt, du terme.
Moi, j'envisage l'institution au sens que lui donne, par exemple, Mary Douglas, hein, la fameuse anthropologue. Mais alors, bon, le démontrer implique de se lancer hein, dans un raisonnement théorique qui dépasserait largement le cadre que s'est fixé cette intervention. Alors, c'est pourquoi, donc, même si elle manque sérieusement de nuances, je vais m'arrêter sur cette citation extraite de la revue qui s'appelle Le Courrier, qui est publiée par l'UNESCO, dans un article, en l'occurrence de 1955, consacré à la belle époque des actualités. Donc je cite, « Les actualités ne sont pas une branche de l'activité cinématographique venue se greffer sur les tâches essentielles de la production des films. La vérité est à l'opposé. C'est dans l'actualité qu'est né le cinéma. » Voilà. Je vous remercie.